Bonjour, vous êtes sur l'émission À bâton rompu, émission qui est diffusée sur la radio CFM une fois par mois en partenariat avec le studio Vernet et le groupe Facebook La Minute Villefranchoise. Nous accueillons aujourd'hui Manuel Cantos, ancien président de la CCI de l'Aveyron, fondateur de l'entreprise Cantos dans le bassin de Cazevillois et personnalité incontournable de la vie économique aveyronnaise à l'incroyable parcours personnel. Manuel Cantos, pouvez-vous nous résumer brièvement ce parcours dont je fais mention? Tout d'abord, bonjour aux auditeurs, et puis je salue bien entendu les entrepreneurs et les entrepreneuses pour lesquels, vous le savez, j'ai beaucoup d'admiration. Le parcours personnel, c'est toujours difficile de parler de soi. On préfère parler bien sûr de ce que l'on fait, des missions que l'on exerce. J'ai commencé mon parcours professionnel. Premièrement, je suis marié depuis 57 ans maintenant. Mon épouse a 2 enfants, puisque c'est elle qui les a faits. Moi, je n'ai fait que passer la commande. Et par conséquent, je ne m'attribue aucun mérite dans ce domaine. J'ai également 4 petits chicoufs. Les chicoufs, ce sont les petits-enfants, bien sûr. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Mais aujourd'hui, ils sont grands. Donc, le terme ne convient plus parce qu'on est très content de les recevoir et très content de les garder, bien entendu. J'ai commencé mon parcours professionnel à 14 ans. Puisque mes parents avaient monté une petite entreprise embryonnaire, petite laverie pour laver le linge des mineurs célibataires de Casseville. À l'époque, il y avait beaucoup de mineurs. Les machines à laver n'existaient pas. Par conséquent, il fallait bien entendu trouver des solutions. Et mon papa étant employé à la société Valourec, à de Casseville, ma pauvre maman avait bien sûr un petit peu du travail en lavant le linge des mineurs célibataires, et nous avons démarré notre activité comme ça. Ma pauvre maman ayant des problèmes de santé, bien entendu, mon père m'a dit il faudrait que tu aides ta maman, donc j'ai quitté ma scolarité à 14 ans, rejoint 3 ans plus tard par mon frère Robert, qui a eu un petit peu le même parcours que moi, puisque nous avons construit ensemble aujourd'hui ce qu'on peut appeler le petit groupe familial Cantos. L'Empire Cantos. Non, c'est pas une holding quand même, je précise pour nos auditeurs, une holding quand même de 26 sociétés aujourd'hui, donc en partant d'une laverie tout à fait artisanale et familiale dans le bassin de Cazevillois. Alors, nous avons, bien sûr, au fur et à mesure des années, essayé de développer cette activité, ensuite en nous positionnant sur les collectivités, les entreprises, en évoluant ensuite non seulement vers le blanchissage, mais vers la location du linge, après la gestion du linge, la fourniture du linge, et en prenant en totalité la fonction linge dans les entreprises et les collectivités pour lesquelles nous travaillons. Ça s'est bien passé, nous étions sur un bon créneau, et puis je veux dire que c'était l'époque où on n'était pas aux 35 heures par semaine quand même, quand on veut réussir. Vous avez beaucoup travaillé. Aujourd'hui, c'est une illusion de penser qu'on peut réussir, gagner beaucoup d'argent en travaillant le moins possible. Je crois que vous nous avez confié que vous aviez passé pratiquement 12 ans non-stop sans prendre un seul jour de vacances. C'est exact. Ça, dans votre activité professionnelle. C'est exact. Au départ, c'était quand même un petit peu compliqué, et par conséquent, la réussite impose des sacrifices, des efforts, des contraintes. C'est incontestable. Laisser penser aujourd'hui à nos concitoyens qu'on peut réussir facilement sans faire des efforts, ça c'est vraiment les tromper. J'allais dire, ce n'est pas acceptable. Vous en êtes le vivant témoignage. Nous allons écouter à présent le premier micro-trottoir que nous avons réalisé auprès des Villefranchois sur la question de les Aveyronnais ont-ils l'esprit d'entreprise, justement. On écoute les auditeurs de CFM.
Je pense que oui, comme partout en France, les gens essayent de développer une entreprise et avoir quelque chose. Je pense un petit peu parce qu'ils arrivent à développer quand même des entreprises familiales aussi et à faire perdurer des commerces. L'Aveyron est un département qui bouge. Il y a des initiatives qui sont assez intéressantes, qui essayent de faire bouger les choses, même si c'est pas simple. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'entreprises. Je pense que c'est plutôt une région rurale et on ne voit pas tellement d'entreprises qui s'implantent, quoi. Certainement, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place pour que des entreprises se créent, des petites entreprises. Depuis 6 mois, je trouve qu'il y a un certain dynamisme. Ils ont l'esprit d'entreprendre, donc il faut motiver les choses dans ce sens-là. Oui, en effet, il y a quand même pas mal d'entreprises, donc oui, je pense que les Aveyronnais, ils ont une forte idée de l'entreprise, que ce soit de la PME ou de la grosse entreprise. Ils doivent sûrement essayer, mais on est un département qui est un peu enclavé et on est donc, je pense, pénalisé par tout ça. Les Aveyronnais tiennent à rester dans l'Aveyron, c'est la raison pour laquelle ils veulent créer leurs entreprises dans l'Aveyron. Alors les Aveyronnais ont à cœur, en tout cas, ont une bonne opinion de l'entreprise, et c'est ce qui ressort de ce micro-trottoir. Est-ce que la valeur travail ici, vous l'évoquiez juste avant, est-ce qu'elle est peut-être un peu plus développée qu'ailleurs ? On a encore le sens du travail bien fait et de l'effort en Aveyron. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense qu'effectivement, les Aveyronnais ont une tradition, une valeur, un attachement, une culture au travail. Nous avons quand même dans l'Aveyron 13 000 entreprises qui sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, plus les agriculteurs et les artisans également. Donc, il y a quand même beaucoup d'entreprises dans l'Aveyron, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ce qui fait la richesse de ce territoire, c'est la multitude de petites entreprises qui existent aujourd'hui. Je pense que quand on parle d'économie, il ne faut pas mélanger les grosses entreprises du CAC 40, qui sont là des entreprises financières, contrairement aux entreprises que nous avons dans notre département, qui sont la plupart du temps des entreprises familiales, et qui sont des entreprises, bien sûr, petites, mais qui se développent. Oui, taille humaine, avec souvent des structures de 100 salariés qui absolument. C'est un mirage, je pense, de penser que nous pouvons accueillir sur ce territoire aujourd'hui, miraculeusement, une entreprise qui va venir et qui va créer des centaines d'emplois. Par contre, l'entreprise qui est à 10 peut passer à 15 emplois. Celle qui est à 50 peut passer à 60. Celle qui est à 100 peut passer à 120. Ça, oui. Et c'est ça l'objectif que nous devons avoir. C'est-à-dire que les entreprises qui sont existantes, les aider à se développer, les aider à s'agrandir et leur faciliter la tâche, parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué. On est dans un pays, il faut quand même le reconnaître, qui est un pays très compliqué. C'est en train de changer par rapport au regard sur l'entreprise. Il y a quelques années, c'était encore... Mais on ne facilite pas le travail des entrepreneurs quand même aujourd'hui. On ne le facilite pas. Il y a beaucoup de lourdeur administrative, en tout cas c'est ce qui ressort souvent de ce que disent les patrons. C'est exact. Et puis fiscalement, on est un pays où quand même ça... Il y a eu des efforts de fait quand même au niveau récemment en tout cas au niveau. Je rappelle que nous avons un pays, nous avons quand même 252 impôts et taxes. C'est le pays le plus imposé au monde quand même aujourd'hui. On a un record. Oui, c'est un record. Non, mais quand on regarde l'impôt sur les sociétés, c'est le pays où nous sommes le plus imposés. Mais dans tous les domaines, nous payons quand même beaucoup d'impôts. En fait, l'entreprise française elle court avec un boulet au pied face à la concurrence, quoi, un peu. C'est exact. Et à l'international, nous sommes de la même façon confrontés à la mondialisation. Parce qu'il faut se comparer à ce que font les autres, à la façon dont ils investissent, ils se comportent, comment ils raisonnent, comment ils entreprennent. Et là, évidemment, on est un petit peu quand même en décalage. On a des handicaps. Nous avons des handicaps de ce côté-là, parce que administrativement, c'est quand même très, très compliqué, quoi. On met des couches et des couches et des couches de complications, et ça aide pas le développement des entreprises. Très bien. On va marquer une première pause musicale. Vous nous avez suggéré le titre Piel Canela de Cover Monina. Pourquoi ce morceau ? Pourquoi ce titre ? Oui, j'aime bien la musique un petit peu rythmée, entraînante. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, et puis je suis amoureux de ce genre de musique, de la musique sud-américaine, le reggae, voilà, c'est des musiques sympathiques que j'ai toujours adorées d'ailleurs. Très bien, on écoute votre premier choix. 1, 2, 3.
Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu avec notre invité Manuel Cantos, incontournable personnage de la vie économique aveyronnaise. Nous venons d'aborder la question de l'image que les Aveyronnais ont du monde des entreprises. Nous allons maintenant écouter un deuxième micro-trottoir où nous avons demandé aux Villefranchois si d'après eux, les patrons sont trop payés par rapport à leurs salariés. La question des salaires donc. Ça dépend des entreprises, mais il y en a, je pense qu'ils se gavent un peu par rapport aux employés. Ouais. Bon, après, je comprends, il y a la charge de travail, mais bon. Ah, bien sûr, mais ça, pourquoi il y a des différences énormes qui sont injustifiées et injustifiables. On comprend fort qu'il y a un décalage entre le salaire d'un patron et le salaire d'un employé, mais de là à ce qu'il soit multiplié de manière exponentielle, je pense que non. Moi, ça ne me choque pas que quelqu'un qui ait des qualifications soit plus payé que quelqu'un qui n'a pas de qualification. Ça dépend de quel patron on parle, mais je pense que malgré tout, oui. Vous avez le patron de Dassault Investissement, ça n'a rien à voir avec l'Aveyron, qui touche 2 millions par mois. À Villefranche, la différence est moindre, mais beaucoup trop importante sûrement. Dans le cadre de la petite entreprise, je ne pense pas que le patron soit trop payé. Je vois ce qui est derrière. Moi, à mon avis, non. Qu'un patron qui a investi soit bien payé ne me gêne pas. Que ses employés le soient mal, ça me gêne. C'est plus un problème de répartition plutôt que d'équivalence de salaire. Moi, mes parents, ils sont patrons du coup dans le restaurant. Par rapport à leurs employés, en fait, ils sont pas forcément mieux payés. Peut-être que les grands patrons, c'est un peu plus abusé. Ils bossent aussi, mais bon, il y a trop d'écart. Donc trop d'écart peut-être entre les salaires des employés et ceux des patrons. Enfin, c'est en tout cas l'avis de quelques-uns des auditeurs de notre émission. Qu'est-ce que vous en pensez, Manuel Cantos? Le niveau des rémunérations des patrons est-il trop élevé par rapport à leurs salariés? Qu'est-ce qu'on appelle un patron? Un patron, est-ce que c'est une personne qui travaille seule? Est-ce que c'est une personne qui a en charge 100, 150, 200 000 personnes? Donc, on fait une confusion totale là. Je pense qu'effectivement, c'est totalement indécent lorsque l'on voit les grands revenus des grands dirigeants d'entreprise, notamment celles qui sont cotées en bourse, etc. On assiste tous les jours à des scandales beaucoup plus retentissants les uns que les autres. Celui de Carlos Ghosn en étant un parfait exemple. Je rappelle qu'il y en a 40 entreprises. En France, nous avons 3 millions d'entreprises de toute taille. Et souvent, les patrons, ce qu'on appelle les patrons, ils ont moins que leurs salariés. Et ils ont beaucoup plus de risques. Ils ont pris des engagements, ils ont donné leur maison en caution. Si ça se passe mal au tribunal de commerce, et vous savez que j'ai exercé la fonction de président du tribunal de commerce de l'Aveyron pendant de très longues années, j'ai vu des cas très très difficiles, des personnes qui n'avaient aucune assurance, aucun recours, aucun repli, et qui finissaient dans des conditions pitoyables leur existence, alors qu'ils avaient exercé pendant des centaines d'années, des décennies. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande confusion entre ce qu'on peut appeler un patron. Qu'un patron qui prend des risques, qui engage sa société, sa structure, il gagne plus qu'un ouvrier, ça me semble un peu cohérent et logique. Après, bien sûr, il y a des limites. Et on a dépassé ces limites dans un certain nombre de cas. Par contre, si on peut estimer quand même scandaleux ce que gagnent des grands dirigeants, des grands patrons, j'ai jamais entendu la moindre critique de ce que gagne, par exemple, des artistes ou des footballeurs. Un bon footballeur qui tape dans un ballon et qui gagne 1 million d'euros par mois. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est levé en disant c'est quand même anormal, c'est un peu indécent. Au contraire, on va au stade et on paie l'entrée et on trouve que c'est normal. Alors qu'ils sont domiciliés la plupart du temps à l'étranger, ils ne paient pas d'impôts en France, ils n'apportent aucune richesse, aucun emploi. Par contre, il n'y a jamais la moindre critique ni la moindre doléance sur ce que j'estime quand même quelque chose de totalement indécent, là aussi. Voilà. Donc, c'est vrai, et d'autant, alors peut-être que le CAC 40 et la rémunération de quelques grands patrons c'est l'arbre qui cache la forêt de tous ces entrepreneurs qui mouillent la chemise justement et le maillot, peut-être pour l'équipe France, quoi. Des 3 millions d'entreprises qui sont en France, c'est 3 millions d'entreprises en France. Et là, qui ne délocalisent pas forcément on fait une fixation sur les 40, bien sûr, du CAC 40. Alors, bien sûr, il y a après des entreprises beaucoup plus importantes également, qui ne sont pas dans le CAC 40. Les dirigeants gagnent davantage, plus l'entreprise est importante. Lorsque c'est le patron, c'est-à-dire qui a engagé son propre argent, ça ne me gêne pas qu'il ait davantage quand même que les salariés. Mais souvent, ce sont des personnes qui sont nommées.
Ce ne sont même pas des patrons, l'entreprise elle ne leur appartient pas. Non. Ils n'ont jamais donné la moindre caution, ils n'ont jamais mis le moindre centime dans l'entreprise. Ils sortent de l'ENA, des fois. Ils sortent de l'ENA, ils sortent des grandes écoles, ils sont nommés par le pouvoir en place, ils sont nommés par le pouvoir en place dans des conditions vertigineuses, excusez-moi l'expression. Alors ça, c'est tout à fait normal. Ils n'ont jamais pris le moindre risque, et là, ils sont dans des conditions... Quand l'entreprise, ils la mettent dans le rouge, ils partent avec un parachute doré. Exactement. Voilà, eux, ils n'ont pas leur maison vendue à place Vous êtes publique. bien mieux défenseur des entreprises que je pourrais l'être cas, moi-même. En tout cas, bien plus sensible, effectivement, au problème que soulèvent ces grands patrons d'industrie qui passent d'une entreprise à l'autre par cooptation et dont on a l'impression qu'elles forment une caste à la tête des entreprises françaises. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, et c'est ça, bien sûr, qui fait que l'image de ce qu'on appelle un patron, elle est abîmée aujourd'hui. Elle est détériorée à cause de ces excès, abus. De ces abus. Voilà. Mais c'est pas ça quand même. Le dirigeant d'une petite entreprise, d'une PME, d'une PMI, le commerçant aujourd'hui qui souffre beaucoup dans le contexte actuel, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Une juste rémunération pour le travail d'un patron, tout ça, il y a quelque chose, il y a une sorte de plafond qui permettrait d'avoir une idée de ce que ça pourrait représenter ou pas. Non. Aujourd'hui. Il n'y a pas en disant un patron il doit gagner entre telle et telle 10, fourchette. 20, 30 fois celui du salaire de son... Non, il n'y a pas de fourchette. Tout dépend bien sûr du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité où le patron il gagne beaucoup d'argent et son entreprise en gagne beaucoup, et les salariés également. Et puis, il y a des entreprises où les salariés sont très mal payés, mais le patron, il n'est pas mieux loti non plus, parce que c'est un secteur d'activité qui est difficile, qui est quelquefois en perte de vitesse et appelé à disparaître dans les temps à venir, et alors qu'il y a des secteurs d'activité qui sont en croissance et qui permet, bien entendu, beaucoup de se permettre des salaires très nettement supérieurs à ce que l'on peut trouver dans d'autres domaines. Il n'y a pas de règles, et il ne peut pas y avoir des règles là-dedans. Il ne peut pas y avoir. Aujourd'hui, le niveau des salaires en France, il est quoi ? Il est trop bas ? Il est trop élevé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, là, je prends beaucoup de risques. Je prends beaucoup de risques. Celui qui travaille, il ne gagne pas assez. Et celui qui ne travaille pas, il gagne trop. Alors là, je sais que je vais choquer une multitude de personnes. Mais je crois que c'est normal que le travail soit quand même en plus une valeur ajoutée. Voilà. Et celui qui travaille doit gagner davantage. Aujourd'hui, le travailleur, il ne gagne pas assez, c'est certain. Et celui qui ne travaille pas, moi, je ne serais pas choqué qu'il ait quand même une baisse de ses revenus, surtout quand il a des indemnités qui sont très très confortables à la suite d'un licenciement alors qu'il avait un poste important, et que pendant 3 ans, il a une garantie de salaire qui dépasse très largement celui qui travaille à côté. Voilà, donc voilà, c'est ça mon esprit. Celui qui travaille, il doit avoir beaucoup. C'est le travail qui ne paie pas assez en France, peut-être. Oui. Non ? Le capital, lui, encore, il peut-être, voilà, quand on parle des entreprises et des grands patrons du CAC 40, on parle de finances. C'est ça, en fait. C'est ça. Oui, mais on mélange aussi dans notre pays la finance et l'économie. Oui. Voilà, le CAC 40, on est dans la finance pure et dure. Oui. Et toutes ces grosses structures, elles ont la plupart du temps un siège social ou une holding. À l'étranger, dans des pays qui sont pratiquement pas fiscalisés. Alors que nous, si on reste en France, on est quand même assez taxé par rapport à ces groupes-là qui, eux, effectivement, ont des niveaux d'imposition qui se situent autour de 13 ou 14%, je crois, pour certaines. Et la mondialisation permet cet échappatoire, en quelque sorte, parce qu'il suffit d'avoir une multitude de sociétés dans des pays qui produisent, et la holding dans un pays où il n'y a pas de fiscalité, ou très très peu. Très bien. Mais il est l'heure maintenant de faire la deuxième pause musicale de cette programmation. Vous avez choisi le morceau Hasta siempre comandante. Donc encore un morceau d'origine cubaine et puis presque un chant révolutionnaire. Donc pourquoi ce choix, Monsieur Cantos ? Non, parce que je pense que j'ai eu l'occasion d'aller à Cuba. C'est vrai que
C'est un pays, une culture, c'est assez attachant. Quand on connaît l'histoire de ce pays, il y avait une personne qui a marqué ce pays, qui est resté dans toutes les mémoires, même encore aujourd'hui, et qui fait l'admiration des générations, même des nouvelles générations. Donc, quand on a été dans ce pays, on ne peut pas s'empêcher de se remémorer cette chanson. Vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu avec notre invité Manuel Cantaos. Si vous nous rejoignez, nous venons de parler de la répartition des richesses au sein de l'entreprise. Nous allons maintenant écouter un micro-trottoir sur les secteurs dans lesquels les Aveyronnais se défendent le mieux, les entreprises aveyronnaises se défendent le mieux. Et puis après, on ouvrira avec des questions sur les handicaps qui peuvent faire obstacle à la progression des entreprises et notamment l'enclavement. On écoute le premier micro-trottoir. Certainement le tourisme, parce que l'Aveyron est un département qui est magnifique. Le commerce de bouche. Vu le terroir, vu l'endroit, c'est où il y a le plus de choses faites et de bonnes choses surtout. Le tourisme et l'agriculture sont deux choses qui se démarquent énormément. Les usines d'avions, là, peut-être avec Blanc Aéro. On a quand même des entreprises d'agroalimentaire, ce qui m'a impressionné, moi, en arrivant dans l'Aveyron, qui vont à l'export international. Je pense qu'on est un département touristique et que ça serait bien qu'il soit encore plus mis en avant. La nourriture, il y a plein de choses de très bonnes à manger et je pense que c'est là où il faut à nouveau appuyer ces créations d'entreprises. Des entreprises qui travaillent pour l'aéronautique, ici on a l'ISI, voilà. Je pense que c'est plus dans la nourriture, tout ce qui est du terroir, du coin. C'est ce qui fonctionne, j'ai l'impression, par rapport au reste, quoi. Voilà donc une image qui tourne autour de l'agriculture, en fait, de l'agroalimentaire, du tourisme, de l'aéronautique. Voilà, donc ce sont des points forts en Aveyron, ces secteurs-là. Oui, bien entendu. Je crois qu'il faut bien préciser une chose, c'est que le département de l'Aveyron n'est pas qu'un département rural. C'est un département industriel. Il a une industrie forte, même si aujourd'hui il y a quelques difficultés sur Bosch notamment, et si on a quelques minutes, j'y reviendrai, dans l'aéronautique, dans l'automobile, avec bien sûr des emplois en quantité assez conséquente. Donc c'est un point fort, l'industrie dans ce département. L'agriculture, bien entendu. Il y a 9000 exploitations agricoles dans le département. C'est énorme. Voilà. Le tourisme, c'est important. Mais le tourisme, c'est difficile d'en vivre, du tourisme. Parce qu'il y a pas... La saison est courte. La saison est courte. Il est préférable d'avoir des activités 12 mois sur 12 que 3 ou 4 mois sur 12, même si pendant 3 ou 4 mois, ça se passe bien. Donc, la saison est trop courte dans notre département par rapport au tourisme. Le climat ne le permet pas, malheureusement. Et après, nous avons... dans d'autres secteurs également, dans le domaine de la santé notamment, je pense à une entreprise très performante sur Cap-de-Nac qui s'appelle Nutergia. Voilà, c'est des petites pépites que nous avons qui font la richesse de notre territoire. Mais ce sont toujours des PME, des PMI, la plupart du temps, qui sont en développement et pas malheureusement les grosses structures. On parlait de Bosch tout à l'heure. Il a suffi de déclarations dévastatrices de quelques politiques qui, pour gagner quelques voix, on met une filière complètement en grande difficulté. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde, 15 cargos pollue plus que les millions de voitures qui existent sur notre planète. Donc, on se trompe de combat quelquefois. Vraiment, franchement. La façon dont on a détruit le diesel sans sommation, ça, c'est quand même difficilement acceptable. On se trompe de combat. Excusez-moi. Mais on a aussi pris d'ailleurs les propriétaires de voitures diesel en otage dans cette histoire. Il n'y a pas que les entreprises, mais c'est l'histoire des gilets jaunes au départ. Ça part un petit peu aussi de ce ras-le-bol par rapport à le prix des carburants, quoi, et le diesel qui est matraqué. Les gilets jaunes, je ne sais pas si ça fait partie de notre ordre du jour, mais il est vrai qu'au début, il y avait quand même un ras-le-bol qui était incontestable, parce qu'on parlait tout à l'heure des impôts, des taxes, c'était vraiment excessif. Les mesures qui se succédaient
plus incompréhensibles les unes que les autres. Je ne veux pas revenir sur les 80 km à l'heure, mais enfin, on était en pleine hypocrisie. Il fallait carrément qu'on nous dise il nous faut davantage d'argent, donc en mettant 80 à l'heure, on va flasher davantage et on aura 850 millions de plus d'euros qui vont rentrer dans les caisses de l'État. Ça, c'était clair, c'était net, c'était sans équivoque. Alors on a dit, oui, mais la sécurité. Voilà. Si demain, ils avaient dit, après les 80, on va passer à 60 à l'heure, oui, mais la sécurité, on savait qu'on en est encore davantage flashé, alors que les routes se sont améliorées, les performances des voitures sont quand même bien meilleures, le freinage assisté, je ne veux pas revenir. Donc aujourd'hui, on est quand même en sécurité. On a 3000 morts, c'est trop, mais on en avait 14 000 quand même. Alors, il faut relativiser. Donc, les gilets jaunes, pour en revenir à eux, on pouvait comprendre au départ. Maintenant, j'avoue que je ne comprends plus. Aujourd'hui, je ne comprends plus. Le nombre d'entreprises qui ont été mises en difficulté aujourd'hui, les commerçants, et ce sont des innocents. Ils ne sont pas du tout responsables. Les transporteurs, tous ceux qui sont aujourd'hui victimes de la situation interminable que nous vivons, l'objectif, c'est quand même pas de détruire un pays, même si on a des motifs d'insatisfaction. Ça peut pas être ça un objectif. L'objectif ne peut pas être non plus de dire un président qui a été élu, on ne le veut pas. Il faut qu'il parte, il faut qu'il démissionne. Non. Ou alors on fait plus d'élections. Quel qu'il soit d'ailleurs. Je note que les derniers présidents de la République, Sarkozy, Hollande, ont eu beaucoup de mal à terminer le mandat. Avec des scores de popularité minables. Oui. Avec des scores pitoyables à la fin, et pas question de pouvoir se représenter d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je crois, ou on est en démocratie ou on ne l'est pas. Si on est en démocratie, il y a des élections, il faut les respecter. Ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe et tout ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est révoltant. C'est révoltant pour un citoyen, comme moi et comme d'autres. Donc, je crois qu'il y a eu aujourd'hui une dérive. Il faut quand même le dire. Autant au début, c'était logique, c'était compréhensible, les doléances, les remarques, c'était cohérent. Aujourd'hui, ça l'est plus. Aujourd'hui, on voit qu'on a fait le lit. Pour ne pas dire, on a déroulé le tapis rouge aux casseurs, aux violents, là, qui sont dans une espèce de jouissance, de tout casser. Et là, bien sûr, ils sont extrêmement satisfaits. Premièrement, ils sont médiatisés, ils sont interrogés, ils sont interviewés, ce sont devenus des vedettes. Moi, je suis quand même très choqué de la façon dont ça évolue aujourd'hui. On vous sent très remonté par rapport au fait du sort qui est fait aux entreprises. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'entreprises qui sont en instance du dépôt de bilan. Et ça du fait de cette situation qui dure. Et ça ne peut pas être ça un objectif, de mettre en difficulté l'économie d'un pays et de mettre en difficulté les entreprises. Ça ne peut pas être ça un objectif. D'accord. Par rapport à l'Aveyron et aux entreprises aveyronnaises, il y a quand même quelque chose, un handicap qui revient souvent, c'est l'enclavement. Oui. Bon, je crois que vous avez beaucoup œuvré, vous, auprès en faisant partie du conseil d'administration et même en ayant assumé la présidence de l'aéroport de Rodez. Cet outil, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour le développer ? Comment on peut sortir de cet enclavement ? Alors, l'aéroport de Rodez pour notre territoire, il est absolument vital. Il est vital. Si demain on n'a plus d'aéroport, là, je peux vous dire que nous aurons un véritable désert. Les territoires ruraux, aujourd'hui, sont quand même, il faut le dire, en grande difficulté. Tout ce qui se fait, c'est toujours des mesures qui bénéficient aux grandes métropoles, jamais aux territoires ruraux. Je ne veux pas revenir aux 80 km à l'heure qui aurait... Enfin, j'espère que ça sera revu. Enfin, c'est quand même épouvantable. Donc, l'enclavement de notre territoire, c'est un vrai problème. On n'a pas de TGV, on n'a pas d'autoroute. Si on n'a plus d'aéroport demain pour se déplacer, je ne sais pas comment on va pouvoir garder une activité économique. Donc, il est vital, il est nécessaire. Il coûte de l'argent. C'est incontestable, il coûte de l'argent. Un aéroport comme le nôtre, qui enverra environ 100 000 passagers par an, c'est insuffisant pour le rentabiliser. Je rappelle que dans un aéroport, il y a beaucoup de charges fixes. Il faut des pompiers en permanence, il faut les aiguilleurs du ciel, il faut les personnels de surveillance. Entretenir les pistes, il y a toujours... Voilà, il y a sur 96 personnes qui travaillent aujourd'hui, je crois, à l'aéroport de Rodez, il y en a que une vingtaine qui dépendent véritablement de la société d'exploitation. Le reste, les pompiers, les aiguilleurs du ciel qui dépendent de l'aviation civile. Donc, ça coûte de l'argent.
pour qu'un aéroport puisse être à l'équilibre, il faut qu'il ait, à mon avis, environ 400 000 passagers. On est à 100 000, on en est loin. Mais si on n'a pas cet aéroport, demain, il n'y a plus d'économie sur le territoire. Il faut l'intégrer. Alors, bien entendu, on dit ça coûte de l'argent, c'est le citoyen qui paye, etc. C'est un service public. Sa mission est celle-là, en tout cas. Il y a quelquefois de l'argent qui est dépensé d'une façon beaucoup plus inutile que celle-là. Oui, parce que derrière la dépense, il y a aussi des emplois, des entreprises qui restent en Aveyron parce qu'il y a cet aéroport. Il y a le siège de la RAGT, par exemple, qui continue à être... Absolument. En Aveyron, parce qu'il y a une capacité à se déplacer. La RAGT est formelle. Si demain il n'y a plus d'aéroport, il n'y a plus de RAGT demain. Voilà, ça, donc là aussi, un fleuron de l'économie aveyronnaise qui partirait. Quoi. Entre autres. Voilà. Donc, l'aéroport, il est vital. Et alors après, bien sûr, il y a des efforts qui sont faits, mais pour moi, ça va beaucoup trop lentement. On ne peut pas appliquer aujourd'hui sur... la 88, c'est très long, c'est très lent. On ne peut pas dire qu'il va doucement, va loin. Ça ne s'applique pas dans notre cas de figure. Il faudrait aller très très vite, mais on a 30 ans de retard. Il aurait fallu depuis très longtemps. Selon vous, donc, outre le désenclavement qui paraît être essentiel pour l'entreprise aveyronnaise, il y a des choses qui doivent être mises en place assez rapidement pour soulager et pour lever les freins à l'économie. Accélérer le désenclavement routier, c'est absolument indispensable. Il faut mettre le paquet. Ça se fait, mais pas... Le département de l'Aveyron est assez volontariste dans cette affaire. Mais il participe, le conseil départemental de l'Aveyron. La RN 88 notamment. Absolument. La région, etc., l'État. Heureusement que tout le monde participe, mais on a pris beaucoup de retard. À un moment donné... quand il y avait quand même une situation financière de la France qui était bien meilleure, ça aurait pu se faire beaucoup plus tôt. Mais il y avait toujours des désaccords politiques sur le tracé de tel endroit qui ne convenait pas, etc. Donc c'était quand même assez compliqué. Aujourd'hui, il faut essayer de mettre le paquet pour rattraper ce retard. Alors heureusement, maintenant, il y a le numérique quand même, il y a la fibre qui arrive, tout ça. Beaucoup trop lentement. Il faut que tous les territoires soient quand même desservis de la même façon. Les territoires ruraux sont encore beaucoup trop pénalisés par rapport aux grandes métropoles. Alors justement, on parle beaucoup du télétravail, on parle de... tout ça, l'Aveyron, est-ce qu'on est, je dirais... on peut jouer dans cette cour-là avec nos moyens par rapport au télétravail et tout ça. Il y a la formation aussi qui est un véritable enjeu, notamment la formation des jeunes pour intégrer le monde de l'entreprise. Ce sont des dossiers qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? La formation, bien sûr, c'est capital. J'ai présidé la CCI pendant quelques années. Nous avons créé un centre de formation très, très performant à la CCI de l'Aveyron. Il y a 21 formations supérieures à partir de bac. Bac à bac plus 5, c'est absolument, je pense, nécessaire. La Chambre des métiers fait également de superbes formations sur les métiers manuels. C'est absolument aussi indispensable. Donc la formation, c'est quand même très très important sur nos territoires. Mais après, il faut les conserver, les jeunes. Il faut les conserver. Et il faut les conserver non seulement sur ce que j'appelle les grandes villes ou les villes moyennes, mais dans les territoires ruraux. Parce que si demain, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'activité dans les territoires ruraux, je peux vous dire que notre département, il va être en grande difficulté. Il faut maintenir absolument dans les territoires ruraux la gendarmerie, la poste, les écoles. Les écoles, voilà, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves, donc on ferme, parce que c'est le système de l'entonnoir. Parce que du coup, si on ferme l'école, il y aura encore moins d'habitants, il y aura encore moins de vie, il y aura encore moins d'économie, et après, comme il y aura... Et les jeunes s'en vont, et c'est un peu ce qui se passe malheureusement avec la formation des ingénieurs à la CCI. Je crois que les promotions se suivent et les jeunes s'en vont notamment à l'étranger. C'est un vrai souci pour vous. C'est malheureusement le cas aujourd'hui. Il faut tout faire pour conserver sur nos territoires, disons, notre savoir-faire, nos richesses, parce que nous avons des inconvénients, bien sûr, mais nous avons quand même une qualité dans la main-d'œuvre que l'on ne retrouve pas. Nous l'avons évoqué en début de l'émission.
tout le monde s'accorde à dire quand même qu'on a une qualité de main-d'œuvre. Nous sommes des travailleurs dans l'Aveyron. Nous sommes des travailleurs, c'est une richesse que nous avons et qui compense, heureusement, quelques lacunes ou quelques difficultés que nous pouvons avoir par ailleurs. Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause musicale et puis nous allons donc écouter Julia Zara, Just Illusion, et puis nous reviendrons dans la 4e partie de l'émission, nous écouterons les questions des internautes et des auditeurs de CFM. Vous êtes sur CFM, si vous nous rejoignez, vous êtes en compagnie de Manuel Cantos. Nous venons de parler des atouts et des faiblesses de l'économie aveyronnaise. En partenariat avec le groupe Facebook La Minute Villefranchoise et CFM, nous allons désormais écouter les questions que les internautes et les auditeurs de CFM souhaitent vous poser, Monsieur Cantos. On écoute la première question de Franck. Bonjour, donc moi c'est Franck, je suis auto-entrepreneur dans la formation professionnelle. Donc la question que j'aurais à poser, c'est comment être plus performant sur le suivi et l'information administrative pour les chefs d'entreprise, soit auto-entrepreneurs ou soit PME ou soit les grosses entreprises, parce qu'on est dans une complexité administrative qui est tellement importante qu'on découvre tous les jours qu'il fallait qu'on fasse certaines démarches administratives pour avoir le droit d'exercer. Oui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nous sommes dans un système extrêmement compliqué. Lorsque on envisage d'être entrepreneur, la multitude de possibilités que nous avons avant de monter une structure, il est évident que c'est très compliqué parce qu'ensuite nous sommes engagés sur une voie. C'est très difficile de modifier quelquefois. Entrepreneur présente des avantages, des inconvénients. Dans le cadre d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, selon qu'on est en SARL, selon qu'on est en SA, selon qu'on est en SAS, bien sûr, tout ça c'est complètement différent. Il faut être entouré de bons conseils, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. D'accord, donc bien s'entourer. On écoute la deuxième question qui est posée par Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'habite sur Saint-Gras, commune de Vaillolone. Comment peut-on faire pour faciliter l'implantation des entreprises sur le Villefranchois ? Bien, on a un petit peu évoqué au cours de l'émission, il faut d'abord essayer d'avoir une accessibilité qui est parfaite pour que des dirigeants d'entreprise puissent s'installer. Il faut avoir des centres d'accueil, de conseil, je le pense aussi. Il faut mettre en place des personnes, peut-être des bénévoles qui puissent guider, conseiller la personne qui veut venir s'installer. Alors tout dépend du secteur d'activité, dans quel créneau elle se positionne, mais il existe une multitude de possibilités pour avoir de bons conseils avant de démarrer une entreprise. Très bien. L'émission locale, là-dessus, elles ont leur rôle à jouer. Je le pense. Ouais. Oui, je le pense. Très bien. Troisième question qui nous est posée par Dominique. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'habite à Villefranche-de-Rouergue et je voudrais demander, quand pensez-vous que nous allons en finir avec ce mythe de la croissance infinie ? Merci. Le mythe de la croissance infinie. Alors là, je pense que c'est la question la plus difficile de celle-là. Je crois que nous sommes condamnés, malheureusement, dans le système de société dans lequel nous sommes, de se remettre en cause d'une façon permanente, perpétuelle, au quotidien. Rien n'est acquis, tout se gagne au quotidien. La société est en ébullition aujourd'hui. Est en ébullition, il faut le dire, et par conséquent, tout change de plus en plus vite. Nous sommes dans un système de l'immédiateté. Ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui, ce qui est valable aujourd'hui ne sera plus valable demain. Alors, pouvoir aujourd'hui donner une piste, un conseil, c'est quand même très prétentieux. Je constate simplement que on va dans une direction que pas beaucoup de monde maîtrise aujourd'hui. Très bien. On écoute maintenant la question de Julien. Oui, bonjour, je m'appelle Julien, j'habite à Villefranche. Je vous posais une question, ce serait pour savoir si les commerces locaux ont des solutions pour lutter contre la croissance exponentielle du e-commerce comme Amazon. Et y a-t-il vraiment des solutions ou est-ce que c'est le combat entre David et Goliath ? C'est un combat très très difficile que vous menez, c'est évident. Aujourd'hui,
Les nouveaux systèmes de vente sont en expansion, c'est évident. Les commerces de centre-ville souffrent beaucoup parce que, bien sûr, il y a des problèmes de stationnement, de voitures. C'est quand même dans les villes, c'est aujourd'hui très très compliqué. Donc tout naturellement, la tendance de commander par Internet ou d'une façon beaucoup plus rapide se développe de plus en plus. Y a-t-il des solutions pour freiner ce développement ? Je pense que non. Nous sommes engagés dans ce système. Il faut s'adapter. Il faut que les commerces et les commerçants puissent mettre en place également, eux, une possibilité de pouvoir également vendre en utilisant ce système. D'accord. Une autre question qui nous est posée par Franck. Bonjour, je m'appelle Franck, j'habite la Bastille-l'Évêque. Ma question serait que peut-on faire pour améliorer le bien-être donc des salariés, des employés dans le milieu du travail ? Voilà. Le bien-être au travail, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, le bien-être au travail, je regrette, personnellement, je regrette beaucoup que chaque fois qu'on parle de travail, c'est toujours en disant la souffrance au travail, la pénibilité au travail. Chaque fois qu'on parle du travail, c'est toujours dans des termes extrêmement négatifs. Ça existe parfois quand même. Je le conteste pas. On peut également, dans un travail, trouver de la satisfaction, du bien-être, une valorisation également. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il est évident qu'il y a des travaux qui sont beaucoup plus intéressants les uns que les autres, beaucoup plus pénibles les uns que les autres. Mais quand je pense, moi je suis de Casseville, le travail des mineurs, comme ils étaient. Et aujourd'hui, même si c'est toujours difficile et pénible, c'est quand même pas comparable à ce qu'ont vécu nos anciens quand même. Il y a eu une amélioration dans les conditions de travail, qu'on le veuille ou non. Alors que, bien sûr, je reconnais qu'il y a des travaux qui sont plus intéressants les uns que les autres, mais tous les travaux peuvent être passionnants. Le maçon, on dit c'est pénible, etc., mais le fait de construire une maison, un bâtiment, il y a une valorisation également. Donc il ne faut pas toujours voir l'esprit négatif des choses, mais il faut voir également l'aspect positif. En France, on est toujours positionné dans l'aspect négatif dès qu'on aborde un problème ou qu'on aborde quelque chose. Tout le temps, c'est systématique. On est les rois, quand même, de la manifestation, de la contestation et de l'insatisfaction permanente, il faut quand même le dire. Alors, voilà, il faut être... On n'est pas le peuple le plus malheureux sur Terre. On n'est pas le peuple le plus malheureux sur Terre. Quand on se déplace dans le monde, j'étais en Chine, j'ai eu la chance de pouvoir visiter d'autres pays. Je peux vous dire qu'effectivement, je reconnais qu'il y en a qui sont beaucoup plus favorisés que d'autres. Dans des jobs, il y en a qui ont pu avoir l'emploi qu'ils recherchaient, qu'ils souhaitaient, et dans lequel ils s'épanouissent. D'autres ont pris ce qui restait quelquefois, et par obligation, pas parce que ça leur plaisait, parce qu'il fallait travailler, ils n'ont pas eu le choix. Ceux-là, évidemment, ils restent un petit peu dans un motif d'insatisfaction, quoi. C'est évident, quoi. Mais comment faire ? On écoute la question de Séverine à présent. Bonjour, je m'appelle Séverine, j'habite Villefranche. Je voulais savoir comment on peut communiquer davantage sur l'accès à la formation, sachant qu'on est dans un milieu rural donc plutôt retiré. Donc voilà, sur quel support, comment on peut informer les citoyens sur les formations auxquelles ils auraient accès, qu'ils soient CDI ou pas. Voilà. Là, c'est la question la plus simple. Là, vous allez directement à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron et vous avez toutes les formations qui existent et vous pouvez, notamment, même dans les formations supérieures, avoir tout le panel. La Chambre des métiers également fait des formations qui sont vraiment des formations de qualité. Et je crois que dans le département de l'Aveyron, nous sommes un département où il y a justement quand même beaucoup de formations et des bonnes formations de qualité. Il y en a à foison. Nous avons même à Saint-Afrique l'IFM, c'est-à-dire, vous le savez, The Village, où nous formons des animateurs de clubs de vacances, et le club Méditerranée, normalement, se fournit dans cette école, à Saint-Afrique. Par conséquent, la gamme que nous pouvons proposer dans la formation dans le département de l'Aveyron, elle est considérable. Elle est très large, il suffit d'aller se renseigner à la CCI. On écoute maintenant une question de Paul. Bonjour, je m'appelle Paul, j'habite à Villefranche-de-Rouergue et j'aimerais savoir, est-ce qu'on fait assez de pédagogie autour de l'intérêt et de l'utilité des diverses charges et impôts que chacun doit payer, et pour bien expliquer aux gens à quoi ça sert ?
Donc l'utilité de l'impôt. L'utilité de l'impôt, il est évident qu'il faut payer des impôts dans un pays quel qu'il soit. Alors après, est-ce que l'impôt est bien utilisé ? Est-ce qu'il est logique, il est cohérent ? Là, évidemment, après, on va pouvoir peut-être développer, faire des romans là-dessus. D'une façon générale, je pense que tous, nous payons beaucoup d'impôts, sauf ce qu'on appelle les riches. Moi, ce que j'appelle les riches, c'est-à-dire ceux qui ne sont même pas sur notre territoire, qui vivent à l'étranger. Qui ont les moyens de s'évader, quoi. Voilà, ils ont les moyens d'aller dans un pays où la fiscalité est moins lourde. Il y en a à fiscalité zéro. Au Portugal, vous y allez, pendant 10 ans, vous ne payez pas d'impôts. Voilà. Alors, indépendamment de ces cas un petit peu particuliers, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même important de dire nous avons l'obligation de payer des impôts, tous, selon ses revenus. Et il y a les étranges, selon les revenus, on paie des impôts, c'est normal. Même ceux qui ont très très peu de revenus paient des impôts. Oui, indirects, notamment. Pas beaucoup. Il y a la TVA, souvent des même, impôts indirects, oui, voilà. Mais voilà, on paie tous des impôts. Et dans une société, si on veut avoir en contrepartie, parce qu'il faut savoir quand même que nous sommes un département favorisé, et en France particulièrement, au niveau quand même médical, nous avons l'accès à des soins de très grande qualité, sans payer la plupart du temps quand même. Donc il est évident qu'en contrepartie, il faut bien payer des impôts. L'impôt est utile, voilà. Encore faut-il qu'il soit juste. Voilà. Encore faut-il qu'il soit juste, et puis pas distribué, pas utilisé n'importe comment. Quoi. Pas Moi, de gabegie. Je sors du sujet, mais c'est une honte que les anciens présidents de la République conservent à vie une dizaine de collaborateurs, avec chauffeurs, avec mission, etc., etc. On a terminé la mission, on s'en va, c'est fini. Aujourd'hui, on voit que les politiques, au plus haut niveau, se sont attribués des avantages qui sont indécents. Le regard de la société est en train de changer par rapport à ce que vous venez de soulever. On écoute la dernière question de nos auditeurs de CFM et des internautes à Minute Villefranchoise avec la question de Pascal. Bonjour, je m'appelle Pascal. Ma question, c'est par rapport au commerce de proximité qui se meurt dans les petites villes, dans les villes comme Villefranche, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Comment remédier ? On l'a un peu évoqué, mais qu'au faire ? On l'a effectivement évoqué. C'est un sujet très compliqué qui ne se pose pas uniquement sur Villefranche, je vous rassure. C'est un problème que l'on rencontre un petit peu partout, dans toutes les villes. Je pense que là, je m'avance un petit peu, mais on a un peu trop rapidement considéré qu'il fallait interdire l'accès des voitures aux villes. Je pense qu'on a fait, bien sûr, le lit et déroulé le tapis rouge aux zones périphériques où on pouvait se garer facilement à proximité des lieux d'acquisition ou de ravitaillement. Là, je pense qu'il y a eu quand même une approche qui a pas été juste, parce que il aurait fallu, me semble-t-il, essayer de développer des zones bleues avec la possibilité de pouvoir rentrer dans la ville et de stationner à proximité des lieux d'achat. Voilà. Au lieu de dire il faut pas des voitures dans les villes. Là, c'était condamné automatiquement les centres-villes. Si on avait pu faire des parkings dans des immeubles vétustes que l'on est en train de démolir, voilà, des lieux de stationnement, au contraire, avec une durée de stationnement limitée, bien entendu. Il ne faut pas des voitures ventouses qui bloquent complètement l'activité, mais pendant 1 heure, 1 heure et demie, comme ça se fait. Et là, bien sûr, on aurait pu ramener des voitures dans les villes, contrairement... moi, je prends des risques, parce que ce n'est pas l'opinion qui est partagée aujourd'hui. On dit, il ne faut pas de voitures dans les villes. Moi, je dis si, malheureusement. L'individu et le citoyen, il vit avec sa voiture aujourd'hui, comme il vit avec son portable, et il pourrait mettre sa voiture dans la poche, il mettrait la voiture dans la poche. Donc, il veut sa voiture avec lui en permanence. Donc, dire, il faut rester à l'extrémité des villes, ne pas rentrer dans la ville avec la voiture, c'est condamner les centres-villes, c'est certain.
Très bien, il est désormais temps de nous séparer à l'issue de ce passionnant entretien avec Manuel Cantos, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation à ce 5e volet de l'émission À bâton rompu. Nous nous retrouverons le mois prochain avec nos partenaires du studio Vernet et de la Minute Villefranchoise pour accueillir sur CFM un nouvel invité issu du monde économique, associatif ou politique. Il nous reste à nous quitter avec le dernier morceau de votre sélection. Il s'agit de Cuba Ella, c'est le morceau Guantanamera.